2020, nous, le jury, composé de M. Moussa Sedraoui de l'Université de Guelma, de M. Sherif Amar Akorba de l'Université de Garas, de l'Université de M. Rafir Jamili de l'Université de Skikda, de M. Hussein Bourouba de l'Université de Guelma et de Mme Abdelaziz Younsi. Alors, nous sommes réunis pour assister à la présentation du travail de M. Salim Bijoudi dans le cadre de la préparation d'un doctorat en sciences bioélectriques, l'Institut de doctorat et amélioration d'un système de reconnaissance biométrique des individus, application sur l'empreinte palmaire et ou l'empreinte des articulations des doigts. Monsieur Bijoudi, vous avez une trentaine de minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier messieurs les membres du jury d'avoir accepté de participer à cette soutenance. Mon travail de thèse porte sur l'application des outils de traitement d'image de la reconnaissance biométrique, dont l'intitulé est Amélioration des systèmes de reconnaissance biométrique des individus. Application sur l'empreinte palmaire et ou l'empreinte des articulations des doigts. Ma présentation sera divisée en 5 parties. Dans la première, je définis la biométrie, les différentes modalités. Je décris le contexte général, toujours dans la biométrie, puis je présenterai dans la deuxième partie la problématique de ce travail, dont le but est de construire des nouveaux descripteurs basés sur l'analyse des textures appliquée à l'empreinte palmaire. La troisième partie est consacrée à la description des contributions proposées dans le cadre de cette thèse. Ensuite, une étude expérimentale est donnée dans la quatrième partie. Enfin, je termine mon exposé par une conclusion et des perspectives. Concernant la problématique, les représentations situées documents et secrets ne sont plus fiables pour la reconnaissance automatique d'individus, car il y a un problème de vol d'identité. Les informations sur l'individu peuvent être volées et partagées pour reproduire son identité. Et retirer d'un compte bancaire, par exemple, ou la emprunter de l'argent en son nom, sans qu'il le sache. Des menaces accrues à la sécurité dans notre société globale et interconnectée. Il existe des individus qui sont de plus en plus dangereux et spécialisés en plus. Nous ne pouvons plus leur faire confiance à partir de documents pouvant être compromis et reproduits. La rétention de plusieurs secrets, une proportion importante d'individus vont transcrire leurs codes et mots de passe, sélectionner des codes et mots de passe communs. Donc la fraude ne cesse d'augmenter dans notre société du fait que les cartes peuvent être falsifiées ou dupliquées, les cartes ID peuvent être perdues, oubliées ou mal placées, le mot de passe risque d'être aussi oublié ou compromis. À cause de tout cela, les entreprises cherchent des techniques qui leur permettent de donner plus de confort à leurs utilisateurs et garantir un accès hautement sécurisé. Ceci nous entraîne ces sociétés à recourir à la biométrie. C'est quoi la biométrie? La biométrie, une définition de la biométrie, est la science de l'identification ou de la vérification d'une personne à partir de ses attributs biologiques, physiques ou comportementaux. La biométrie dure
la HARD en anglais, est la technique de mesure qui permet d'identifier automatiquement un individu en se basant sur des traits de son corps. C'est-à-dire reconnaître une personne par des traits du corps et lier le corps à une identité extérieure assimilée. Dans cette modalité, plutôt dans cette technique biométrie, on distingue différentes modalités. Comme on le voit ici sur cette figure, on a la première catégorie qualifiée de biométrie dure, et l'autre catégorie, c'est la biométrie douce. Donc il y a différentes techniques, plutôt différentes modalités. Nous nous intéressons dans cette thèse à une partie bien précise de ces types de modalités. Comme nous le voyons maintenant, si nous omettons les caractéristiques des biométries douces et comportementales, on les exclut, nous pouvons trouver deux zones très importantes sur notre corps qui offrent beaucoup de caractéristiques biométriques. Ces deux zones sont la main et la tête. Je prends l'idée. À partir de nos mains, nous pouvons utiliser, comme on le voit dans ce carré, dans ce rectangle coloré en rouge, les empreintes palmaires, les empreintes FKP, les empreintes digitales, la géométrie de la main, les lits d'angle, veine du doigt, la veine de la palme, etc., etc. La biométrie peut être aussi être utilisée dans les administrations, dans les États, par exemple les fichiers judiciaires. Ça compose que l'État, les instances judiciaires disposent pour l'instant de nos empreintes digitales. Et même l'État de certaines empreintes, surtout qu'après l'introduction de la carte nationale biométrique, du passeport biométrique. Et bien sûr pour le permis aussi de conduire. Ainsi que les titres de séjour. Concernant les services sociaux, sécurisation des règlements, les services municipaux, sécurisation des accès aux écoles, contrôle de l'utilisation des services périscolaires, préscolaires plutôt, et les systèmes de vote électronique. Je vais ailleurs. Donc, à travers cette petite introduction, notre problématique se résume en la construction de nouveaux descripteurs efficaces basés sur une analyse de texture pour représenter l'empreinte palmaire au milieu de notre nom. Dans cela, les objectifs se résument en la proposition des descripteurs capables de représenter la modalité biométrique, empreinte palmaire toujours, dans des conditions non contrôlées, c'est-à-dire variation d'illumination, de rotation, pause, occlusion, capteur d'acquisition, etc. Afin d'améliorer les performances d'identification de nos systèmes. À travers cette diapo, nous voyons l'architecture des systèmes biométriques. Le plus souvent, les systèmes biométriques de reconnaissance contiennent trois modules essentiels qui sont je n'utilise pas l'outil. Comment dirais-je? Donc, le module de pré-traitement. Le deuxième module, c'est le module d'extraction des caractéristiques et réduction des paramètres. Et le module de classification, ou ce qu'on appelle le module de mise en correspondance ou d'appariement ou de matching des caractéristiques. Comme on le voit sur la figure, le module le plus important, c'est le deuxième module, celui de l'extraction des caractéristiques. Et à travers notre travail est concentré sur ce module. On est intéressé à ce module
C'est pourquoi on voit juste en bas un petit truc ovale, les contributions d'Alena, la thèse d'avis, c'est ici sont, je dirais, sur les modules d'extraction des caractéristiques. Au niveau du module de texte. Ce dernier opère principalement avec deux approches, c'est-à-dire deux différentes approches, deux groupes d'approches plutôt, ces approches globales ou les approches locales. Concernant les approches globales, elles préservent la forme. Par contre, la seconde classe, le second groupe, que regroupe les méthodes d'approche locale, servent à extraire beaucoup plus les détails discriminants. Pour cela, on a recouru à un descripteur visif qui a fait ses preuves. Le descripteur visif ont fait la preuve de leur performance supérieure aux autres descripteurs dans la classification des textures, dans la reconnaissance du visage et dans d'autres modalités biométriques telles que l'oreille ou la l'iris. Deux contributions ont été proposées dans le cadre de cette thèse et se basent essentiellement sur l'exploitation de la puissance du descripteur visif, proposé pour la première fois par Canada, dont des filtres originaux ont été entraînés avec 50 000 images vaches à partir de 13 images naturelles. Le descripteur visif a montré sa haute performance comparativement au descripteur LBP et LBQ utilisés couramment en reconnaissance biométrique. De plus, les images décrites par ce descripteur sont plus riches du point de vue informationnel. Maintenant, on passe directement à nos systèmes de schémas sémantiques qui résument sur cette figure, résume le schéma sémantique de nos deux méthodes proposées. Donc, après une étape de pré-traitement, l'image de l'empreinte palmaire, les caractéristiques seront extraites à partir des descripteurs visifs, puis les histogrammes obtenus seront normalisés et concaténés ensemble pour former le vecteur global des caractéristiques qui sera ensuite réduit en utilisant la méthode WLDA. Finalement, le classificateur KNN avec la distance chi-square, Ki2, est utilisé pour la phase de classification. Sur cette diapo, on voit à droite, j'ai reproduit un petit peu la partie intéressante de la figure précédente, c'est-à-dire là on a l'image, puis on a le patch histogramme, c'est-à-dire que chaque partie de ce carré, on va, à travers ce bloc de calcul, on va lui calculer ou lui attribuer un histogramme. Donc, comme on le voit sur cette figure. Donc, chaque partie lui a été calculé un histogramme. Donc, les 4 histogrammes, on a 4 sous-images. Et ces 4 histogrammes seront normalisés et concaténés dans un seul histogramme. Et de cet histogramme découle le descripteur PB. Descripteur PB6, bien sûr. C'est la première contribution. Donc, on prononce ce descripteur visif et en le passant dans un bloc WLDA de réduction, on va obtenir la description réduite de ces descripteurs qui est appelé RPP SIF-D.
c'est un complément, si vous voulez, voilà, c'est plus de détails sur la dernière partie de l'œuvre, c'est la plus intéressante. Mais avant d'entamer, je dirais, la suite, on va, je pense, plus de parler, on va parler de certaines choses qui semblent être très intéressantes, sinon l'auditeur sera perdu, c'était la poursuite, la fait écoute les autres diapos. Donc, sur ce descripteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tableau regroupant différentes cases. Le haut de ce tableau, on dit la taille du filtre. Donc, la partie colorée conjointe, on dit par exemple le filtre de taille 11 par 11. Et en descendant en bas, on trouve le numéro 1. Et à droite, plutôt à gauche, on lit ce nombre de filtres et chiffres qui est 10. Donc, ce filtre, comme on le dit là, pour chaque combinaison du nombre et de la taille du filtre, nous affectons un nombre, nous avons affecté un nombre X au filtre et nous l'avons monté par des chiffres X. Donc, sur l'exemple que je viens de citer, ce filtre sera monté des chiffres 1. Donc, ce chiffre 1, il aura une taille 11 par 11 et le nombre de filtres est égal à 10. Juste en bas, pour le nombre 11, on le voit, il est associé à la taille 2, et cette même taille, c'est plutôt l'indice 2, et pour cet indice 2, nous disons en haut 11 par 11. Comme vous le voyez sur cette case 11 par 11, je n'ai pas trouvé d'astuce, j'étais un petit peu fatigué, mais l'essentiel, le 11 par 11, il est écrit le premier 11 en rouge et le second en noir. C'est pour différencier votre à droite, parce que j'ai voulu, pour ne pas introduire un autre tableau et faire la dialèche, c'est que lorsqu'on revient sur la partie de là, sur le schéma synthétique, on lit, après la première image droite, Y-scale des filtres et le visif X. Et juste en bas, on a X est égal à 2. Le X est égal à 2, comme on vient de le voir, il est composé de 11 filtres de taille 11 par 11. C'est pour cela que parce que sinon on ne pourra pas suivre l'ensemble des résultats visuels. Donc en passant la partie expérimentale de cette thèse, donc on voit dans cette je ne vois pas si je peux bien description des protocoles d'évaluation utilisés, et nous commençons par les bases poly U2D et poly U2D 3D. Donc pour ces deux bases, on a retenu le protocole C, la ligne de ce protocole C qui nous dit que l'entraînement est effectué sur une image. Donc, une image, nous avons retenu 3 images, comme c'est cité juste en bas, et le reste des images sera pour les images de test. Donc, le protocole C, expérimentation en utilisant 3 premières images de la première session, référentielle, en apprentissage, et les images de deuxième session en phase de test. Et juste à côté, on voit quelques images de loi extraits des bases poly-U-D, 2D et poly-U-D 3D, ainsi qu'une autre base de données qui n'a pas été citée maintenant parce que très normalement, nous on a travaillé sur 4 bases, ITT Delhi et la base de données CASI. Donc, comme je viens de l'introduire juste avant, dans la présente partie, c'est l'évaluation des paramètres, nous allons examiner l'influence des paramètres les plus pertinents
sur le descripteur des chiffres patch proposés. Tout d'abord, nous analysons l'effet du nombre de filtres décisifs D, puis l'effet de la dimension cas par cas correspondant du filtre à la correspondant filtre. Finalement, nous examinons l'effet de la dimension W par W du patch utilisé lors de la génération des histogrammes locaux qui génèrent le vecteur caractéristique final. Enfin, la performance du système proposé est évaluée en fonction du taux d'identification dans ces expériences. Le protocole C, comme je viens de le souligner juste avant, le protocole C est retenu pour un n est égal à 3. Nous commençons par l'évaluation des paramètres. Il existe donc deux paramètres du filtre, les chiffres à échelle unique. Le premier est sa taille, le second est le nombre de filtres, c'est-à-dire la longueur de la chaîne de but. Ces deux paramètres ont une influence remarquable sur les performances des distributeurs décisifs. Leur choix optimaux améliore considérablement les performances du algorithme proposé. Pour discerner les paramètres optimaux pour la méthode décisive, nous avons mené différentes expérimentations, différentes simulations d'expériences, en utilisant le jeu de filtres fourni par les auteurs de la biographie 10. Les performances vis-à-vis des paramètres du filtre décisif. Donc, cette figure, on l'a déjà expliqué précédemment. Donc, on voit la même, le filtre décisif 1, comme c'est noté, il est composé de 10 filtres et de taille 11 par 11. Donc, c'est bien que le vecteur qui se sont cachés des vitesses, il y a manquant, parce qu'on ne peut pas tout reproduire dans une thèse, quelques qui sont un petit peu cachés. Donc, ces deux graphes représentent les taux d'utilisation, parce que nous s'est intéressé pas uniquement à quelques filtres ou à quelques tailles. On a fait des expérimentations sur 60 filtres. Comme vous voyez, quand même un des chiffres sur la toile, les chiffres X, même 1 tel 60. Et on a, sur ces figures, les taux d'identification obtenus. Donc, les deux figures, l'une représente les taux d'identification pour le distributeur décisif et l'autre pour le distributeur décisif réduit. Et on voit bien, on a deux traits ininterrompus qui sont, si vous voulez, le niveau de choix terrain. Parce qu'on a fait un choix bien précis pour expérimenter et continuer nos simulations. Par exemple, dans ce tableau, parmi les différentes simulations, on a retenu, par exemple, comme on le fait là, pour, bien sûr, la base de données polyUDD, pas les 68, mais une dizaine de filtres, compris les 26, 2, 18, etc., etc. Et les systèmes proposés, un 2, donc nous disons, par exemple, pour la longueur, si on prend l'image pratiquement telle qu'elle est, nous disons par exemple le PISI 26, on a obtenu un taux d'identification de 86,52 et 89,54, mais en descendant tout en bas, plutôt pour une décomposition de niveau 5 ou de niveau 6, on voit qu'on a obtenu un taux d'identification 100%. C'est-à-dire, à dire au PISI 2, la même chose, 5 ou 6, nous voyons donner 99 ou 98, et les autres, c'est 100. Soit le système, on a le 10e système, ainsi de suite. Donc, après ces, si vous voulez, simulations, on a retenu le PISI 26
BISIF 11 et BISIF 2, et ces 3 BISIF ont donné, bien sûr, comme on vient de le voir, pour expérimentation sur la base de données polyclonée. Ces mêmes simulations ont été effectuées sur les autres bases utilisées, polyclonée 3D, l'ITT et CAD. Donc, sur cette figure, par exemple, BISIF 26, on dit pour une division par 4, elle est égale à 4. Le taux d'identification, le premier taux d'identification est relatif à la base poly U2D. Par contre, pour 6, les partitions de 6, la division de 6, nous obtenons 99,18 pour la base poly U2D, 3D et ainsi de suite. Donc, j'ai tenu à colorer et à mettre en gras les taux les plus élevés dans ces simulations. Bien sûr, on ne peut pas travailler seul sans pour autant revenir à ce qui se fait ailleurs, à ce qui a été fait ailleurs. Donc, on a essayé de chercher dans l'état de l'art les différents travaux connexes et bien sûr récents qui ont été effectués, commençant par bien sûr effectués sur les 4 bases de données utilisées. Dans ce tableau et sur ce tableau, on lit les résultats comparatifs montrant les taux d'identification obtenus sur la base de données polyclonée par l'application des approches proposées, c'est-à-dire des 2 approches proposées, et de quelques méthodes récemment publiées. Donc, sur la première colonne, nous disons 6, 15, etc. Ce sont des références citées en bibliographie des méthodes. En deuxième colonne, nous avons le nombre de classes, le protocole retenu, le nombre d'images, un cas, c'est le nombre d'images retenues pour l'entraînement. On a les différentes méthodes développées par les autres auteurs. Et finalement, en dernière colonne, nous disons le taux d'identification. Donc, en contemplant la dernière colonne, nous voyons qu'on a les 2 méthodes proposées sur la base U2D en données pour le BISIF 26 et une répartition par 5, les taux de 100%. Et on remarque aussi juste avant, la référence 19, les auteurs de la référence 19 ont obtenu le même taux, 100% aussi. Mais cela, c'est-à-dire, en allant plus loin, on trouve que les longueurs des descripteurs TAM, elles sont très élevées relativement à ceux de nos 2 méthodes. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont obtenu le même résultat, bien que c'est 100%, mais obtenir 100% en utilisant le gros moyen, ce n'est pas en utilisant le 100%, plutôt en obtenant le 100% avec des petits moyens. Même chose pour la base U2D 3D. Nous avons récapitulé sur ce tableau les résultats obtenus, le résultat proposé, en disant, on voit bien qu'on a 99,84 et 99,80 pour le BISIF 6, même chose. Maintenant, on a utilisé le protocole C, comme on vient de le voir, comme on vient de le dire, et on a utilisé notre protocole plus dur, le protocole B. Et on a atteint aussi des résultats très performants relativement à ce qui s'est fait ailleurs. Pour les bases de données, les expérimentations qu'on a effectuées sur la base de données, il y a eu la même chose, le même processus. Et en récap, on lit sur la dernière colonne 99,46 et 99,57 obtenus par
nos deux méthodes et ces résultats sont, je dirais, trop élevés par rapport à ce qui s'est fait sur, avec ce qu'ont fait les autres auteurs, les autres chercheurs. Enfin, nous atteignons la dernière base donnée, la base Casia, et on voit aussi sur cette même base, on a obtenu 98,18 et 99,34. Une petite remarque est à noter que dans cette base, sur cette base Casia, nous avons utilisé le protocole de référence 4 pour pouvoir comparer les résultats de nos approches avec ceux présentés dans la même référence. Dans ce protocole, les 4 premières images ont été utilisées pour l'entraînement, alors que les autres images ont été réservées au test. Alors que nous connaissons ces 3 images. Conclusion et perspective. Donc, il ressort des tableaux 5 et 8 présentés précédemment que nos deux méthodes sont plus efficaces que la plupart des approches citées en référence, à la seule exception de l'algorithme référencé 19 que je viens de discuter sur le tableau, qui a également donné un taux d'identification de 100% avec la base de données PolyU2D. Toutefois, il est à noter que le vecteur caractéristique utilisé dans 19 est 23 fois plus grand que celui de la méthode réduite RV-D et 2 fois plus important que celui de l'approche PPCIF-D. Sur l'ensemble de la base de données étudiée, 468 bases, nos deux algorithmes ont affiché respectivement des taux d'identification de 99,46 et de 99,57, et qui restent supérieurs à ceux des autres méthodes. C'est-à-dire, c'est également le cas pour la base de données Casia, qui, malgré son grand nombre de classes, 620 classes, a affiché un taux de 99,34. Alors que les taux d'identification des autres méthodes sont inférieurs à 98, à notre connaissance, ce travail est le premier à avoir permis d'atteindre un taux d'identification de l'ordre de 99% sur les bases quantité et quasi. En outre, les résultats obtenus ont aussi permis de mettre en évidence des perspectives intéressantes. Dans le passé, c'est intéressant, il y avait des attaques réussies, on appelle des spoofs, sur presque toutes les technologies anti-spoofing. La technologie la plus prometteuse est la technologie multispectrale, qui est basée sur l'élimination de la peau humaine vivante à l'aide de lumière ultraviolette visible et infrarouge. L'évaluation des performances des méthodes proposées pour les cas d'identification de l'obligation entrepreneuriale multispectrale fera l'objet, pourquoi pas, de futures investigations, c'est-à-dire futures, pour d'éventuels travaux. Aussi, il y a le problème de maladies dermatologiques où apparaissent dans la structure interne de la main. Ce problème a été souligné dans le chapitre 1. C'est un problème ayant une influence considérable sur les caractéristiques biométriques. Une fois que l'être humain est malade, il y a des transformations qui sont nettes à voir, comme si c'était le chapitre 1, la bibliothèque du chapitre 1. Donc, ainsi que le problème des blessures, la saleté sur la surface des doigts. Voilà les scanners. Je dis scanners et je dis corona, entre parenthèses. Et d'autres problèmes qui peuvent causer un effet final de leur inapplicabilité pour le traitement automatique et la reconnaissance, pour en faire aussi l'objet de futures études. Les méthodes contre les parodies, appelées aussi méthodes intrusives, aux détections de la vivacité. Et aussi
on peut penser à combiner, fusionner différentes approches de caractéristiques externes à partir de deux catégories de l'analyse de réduction, utilise la multimodalité. Tester les performances des représentations proposées dans le cas de vérification biométrique. Pour le classifieur, on peut aussi utiliser un classifieur intéressant de deep learning et l'implémentation des systèmes biométriques sur des cartes FPGA. Pratiquement, ces quatre derniers points ont fait ou font l'objet de notre projet de recherche. Merci pour votre attention.